Bonjour à tous. C'est un peu fort. On va vous présenter les résultats d'une étude qu'on a menée au cours de l'année 2017, en juin et juillet 2017, pour connaître un petit peu l'offre qui était présente en magasin, en rayon, sur deux principales villes, donc Paris et Toulouse. Alors au départ, on a quelques diapositives pour resituer un petit peu le marché français. Alors, c'est peut-être des diapositives ou des chiffres qui ont été donnés déjà ce matin, mais bon, ça permet de se resituer un petit peu de quoi on parle. Donc, la machine, j'espère qu'elle marche. Et voilà, elle marche. Donc, alors, quelques chiffres sur le marché français. Alors, c'est des études, comment dire, les supports PowerPoint seront disponibles sur l'extranet du Sud Bio. Donc seront, je pense, complètement téléchargeables. Voilà. Donc là, je ne vais pas citer tous les chiffres, mais derrière, à tête reposée, vous aurez moyen d'avoir l'ensemble des chiffres ici. Grosso modo, de la production française, 70 000 hectares en bio et bioconversion. Ça représente environ 2 millions d'hectares de production pour l'année 2016. Alors, il faut savoir que les deux gros bassins de production, c'est, j'espère que ça marche, c'est ici donc le bassin Loire et puis le bassin méditerranéen, en fait, où on va retrouver Provence, PACA et tout ce qui est Languedoc-Roussillon. C'est les deux gros bassins où le bio est le plus présent. Ensuite, on a une conversion qui a tendance à s'accroître. Donc, ça veut dire que progressivement, le bio s'installe. Et aujourd'hui, on est sur 9% de surface, 9% du vignoble français qui est en bio ou en conversion. Ce qui est un chiffre relativement élevé si on compare à d'autres cultures, si on compare au blé, par exemple, ou à la betterave à sucre. Le vin à 9%, on est sur un chiffre assez important. D'autant plus que on est sûr que ce chiffre va s'améliorer puisque la conversion, donc C1, C2, C3, donc il faut être 3 ans en conversion pour atteindre la certification bio. Donc ça veut dire qu'on a déjà 20% de réserve, ce qui est un chiffre très très intéressant. Alors, juste encore quelques gros chiffres. Entre 2010 et 2016, le chiffre d'affaires des vins bio qui sont sortis en France, sortis de chez, a triplé. C'est passé, pour arrondir, de 330 millions d'euros à 1 milliard d'euros. Alors ça, c'est pour la valeur. Et si on prend des chiffres sur le volume, on est aussi sur les mêmes croissances. Donc aujourd'hui, sur les presque 2 millions d'hectares que l'on produit, il y en a 1 million d'hectares qui vont sur le marché français. 1 million d'hectares, donc c'est plus de 3 fois plus qu'en 2010. Donc on est sur une croissance relativement forte. Alors il y a une très très forte croissance au début des années 2010. Aujourd'hui, on est plus sur une croissance sereine, sûre, certaine. Donc on est sur une progression qui est bien stabilisée en fait, où derrière on a un certain regain de certitude, ce qui est bien sur un marché qui a beaucoup, qui a quasiment explosé, d'être arrivé sur une certaine sérénité, c'est le début de la maturité en fait. Donc le marché de la production est tiré par deux phénomènes, en fait c'est ce que j'appelle le double pull. Alors c'est ce que j'appelle le double pull, où on a la production française en vin bio qui est tirée par les exportations, mais aussi qui est tirée par la consommation domestique en France. Donc quelque part, tout va bien, puisqu'on a une consommation à l'export qui est tirée sur des marchés qui ancestralement étaient un peu matures, donc qui avaient tendance à stagner, mais qui, avec le bio, ont des progressions assez intéressantes. Alors, juste quelques chiffres sur les circuits de distribution en France.
on a seulement 15% de grande distribution, 23% de commerce spécialisé, 20% de cavistes et encore 40% de vente directe. C'est un chiffre qui a tendance un petit peu à baisser puisqu'on a un développement des ventes dans le réseau de détail, aussi bien cavistes, magasins spécialisés que grande distribution. À ça, on peut ajouter à peu près 25% d'une consommation hors domicile, c'est la restauration. On rajoute 25% au total et on a la consommation totale. Alors, plus précisément sur l'offre présente en magasin caviste et magasin spécialisé bio à Paris et à Toulouse. Alors, juste un petit peu de méthodologie. Donc, on a fait 100 magasins sur Paris et sur Toulouse. Donc, 80 sur Paris, 20 sur Toulouse. Ça représente 12% des points de vente présents dans ces deux villes. Je parle des villes intramuros hors agglomération. Donc, on est sur un très très bon échantillon qui est bien représentatif de ce qui se passe aussi bien sur les commerces spécialisés chaînés et non chaînés. Alors, pourquoi le choix de ces deux villes? Alors, Paris qui est un petit peu incontournable, qui est aussi précurseur des tendances, précurseur de nouvelles tendances, à l'image de ce qu'on peut observer sur d'autres capitales européennes. Et Toulouse, pourquoi Toulouse? Parce qu'on est un petit peu sur une région de production, mais aussi on est sur une belle ville française qui représente, on va dire, la province de l'ensemble de la France, en extrapolant. Alors, encore quelques chiffres. Au niveau de la consommation française, donc, allez, pour arrondir, on est à peu près sur 1 million d'hectos de vin bio qui est consommé en France. Alors, un petit peu plus à Paris et un tout petit peu moins sur Toulouse. Ça représente pour les habitants de plus de 18 ans, donc ceux qui normalement consomment, 2 litres par an par habitant, donc ça fait 2,7 bouteilles de vin bio par an par habitant. Les vins bio certifiés représentent à peu près 4% de la consommation française. Alors un petit peu plus à Paris, qui a toujours été un petit peu plus bio que l'ensemble de la France, mais il y a un effet compensation de retard qui se produit sur la province. Alors, au niveau de ce qu'on a en linéaire, alors, sur Paris et Toulouse, c'est peut-être un peu différent de ce qu'on a sur Montpellier, par exemple. Bon, pour arrondir, on a à peu près 35 références de vins bio en rayon, qu'on soit chez les cavistes ou en magasin spécialisé bio. Alors, en général, on en a un petit peu plus chez les chaînés que chez les indépendants, notamment pour les magasins bio, avec des fortes variations entre ceux qui ont un petit assortiment et ceux qui ont un gros assortiment. Pour faire assez vite, 20 références de vin bio chez les chaînés et 30 références chez les indépendants. Alors, si on observe ce décompte par catégorie de vin, c'est-à-dire vin tranquille, vin effervescent, ou vin fortifié, ou vin doux naturel. Alors, le vin bio est plus présent en vin tranquille. C'est... Voilà. En fait, le vin bio, c'est ce qui est en verre. Et là, c'est le vin conventionnel. En verre, donc on a du verre complet et du verre assuré selon la consommation ou selon l'assortiment. Bon, pour résumer, on a plus de vin tranquille en vin bio que sur l'ensemble des marchés conventionnels. On en a un peu moins en vin effervescent. Alors peut-être que techniquement, c'est un peu plus compliqué d'être en bio en effervescent que sur l'assortiment conventionnel. Au niveau de l'assortiment de vin tranquille, sur les 3 couleurs, on a plus de rouge, on a plus de blanc, on a moins de rosé. Alors, au niveau de la répartition des ventes, on avait envie de savoir exactement de quel volume de marché on parle, sur quel périmètre on travaille. Donc, en fait, sur Toulouse, allez, pour arrondir, on est sur 1 million de bouteilles de vin bio. Et les cavistes et les magasins spécialisés, c'est à peu près le quart de la consommation à Toulouse.
Sur Paris, c'est un peu différent. Alors, on est sur 6 millions Paris intramuros, avec ses 2 millions d'habitants. On est sur 45% de la consommation qui se passe chez les cavistes et chez les magasins spécialisés. Alors, sur Montpellier, ça ressemble peut-être un petit peu à ce qu'on a sur Toulouse ou... Oui, Je me présente, Stéphanie Doucet, donc je suis caviste au Mas de Saporta, donc magasin un petit peu, bon, pas un caviste comme un autre, parce qu'on est donc la boutique du syndicat des AOP du Languedoc. Donc voilà, forcément, notre assortiment est différent d'un caviste classique, donc uniquement des AOP. Et effectivement, je pourrais constater que voilà, un tiers à peu près de notre offre est constitué de viande bio. Et évidemment, c'est en croissance. Donc voilà, je peux confirmer ce que vous avez dit. alors sur la prochaine diapositive, on a essayé oui, sur la prochaine diapositive, on a essayé de voir quelles étaient les régions qui étaient présentes en rayon. Alors, avec surprise ou sans surprise, qu'on soit en rouge, en blanc ou en rosé, Languedoc-Roussillon est toujours dans le duopole de tête. Languedoc-Roussillon, première région présente en rouge, deuxième pour les blancs, deuxième pour les rosés. Et pas très loin derrière le premier pour les blancs, puisque pour les blancs c'est la Loire en première région, pour les rosés c'est la Provence. Mais la Provence 34% de l'offre, le Languedoc-Roussillon 31% de l'offre, on est sur... En fait on joue vraiment dans la même catégorie. Alors, au niveau des appellations, donc du système de certification géographique que l'on observe, et ça c'est assez intéressant puisque sur le schéma ici, on a les vins bio et là, on a les vins conventionnels. Donc on a beaucoup plus de vins bio d'origine certifiés que dans le système conventionnel. On a beaucoup plus d'AOC et d'AOP en bio, on en a moins dans le conventionnel. Et si on descend un petit peu au niveau des différentes AOC présentes, le Languedoc-Roussillon est assez bien représenté puisque on a parmi les 20 premières, on a 6 appellations du Languedoc-Roussillon qui sont là et qui sont dans la tête. Au niveau des contenants, c'est aussi un petit peu surprenant ce qu'on observe. Au niveau des vins bio, on a très peu d'autres contenants. Donc, le contenant royal, c'est la bouteille verte 75 centilitres pour 97,5% des volumes. Alors que sur les vins conventionnels, on n'est pas du tout sur ces ratios-là. De mémoire, on est à 60-70% de bouteille verte et le restant, ça va être du bib ou de la demi, mais ça, essentiellement du bib. Alors, sur les autres contenants qui pèsent 2,5% de l'assortiment bio, alors, on a, donc là on vous a décrit toutes les offres présentes, on a à peu près moitié de bib et moitié de bouteille verte de la demi. Donc aujourd'hui, la bouteille verte 75 centilitres est le contenant systématique des vins bio, qu'on soit à Paris ou à Toulouse, qu'on soit chez les cavistes ou en magasin spécialisé. Au niveau des prix, alors c'est là que ça devient intéressant. Alors, est-ce qu'un vin bio est cher? Est-ce qu'un vin bio est inaccessible? Eh bien, pas tant que ça. On s'aperçoit qu'on a, on a à peu près 50% de l'offre qui est en dessous de 10 € la bouteille. Et donc, ça veut dire qu'on a 75% de l'assortiment qui est en dessous de 15 € de la bouteille. Donc, finalement, le gros des volumes, ça se passe entre 5 et 15 € la bouteille. Donc le vin bio est accessible. C'est accessible, la qualité se paye, certes, donc c'est une offre qualitative qui est aussi en adéquation avec les réseaux qu'on a analysés, réseau caviste, réseau magasins spécialisés, qui sont d'un standard un peu plus élevé qu'en distribution. Donc qui peuvent se permettre aussi d'être un petit peu plus chers en prix. Alors spécifiquement pour les vins du Languedoc-Roussillon bio, on a aussi une présence
assez importante. Donc c'est ce qu'on a en vert pour le Languedoc-Roussillon, et en gris c'est la moyenne que l'on observe toute origine. Là c'est spécifique bio Languedoc-Roussillon. Donc pareil, entre 5 et 15 euros, on a 75% de l'offre présente. Alors ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on est sur un niveau de prix un petit peu moins élevé que les autres origines pour le Languedoc-Roussillon. Donc on est sur quelque chose qui est un petit peu plus accessible. On a souvent des meilleurs rapports qualité-prix sur cette région. Alors, sur Montpellier, c'est aussi ce que vous constatez, l'offre régionale est plus présente. Oui, bon, forcément, donc là je parle de mon caveau de vente, donc forcément j'ai uniquement des AOP du Languedoc, donc forcément 100% Languedoc-Roussillon évidemment. Par contre, juste une petite remarque, vous avez mis dans la même dispersion des prix les IGP et les AOP, donc forcément attention à la moyenne de vos prix, donc il peut y avoir un léger décalage, voilà. Allez, en général, on a 1-2 euros d'écart, voire un petit peu plus entre les IGP et les AOP. À savoir que nous, à Saporta, on commence à 7,50 euros. C'est à 7,50 €. Ouais. Il y a une petite différence selon les couleurs, entre le blanc, le rosé, le rouge. Oui, je dirais quand même que le rouge aura tendance à... Difficile à dire en fait. Bon, ça va être trop schématique, mais je pense à mon assortiment, j'ai des rouges et des blancs qui démarrent à 7,50 €, donc c'est trop... ça serait trop schématique de dire il y a une grosse différence. Alors, sur Paris, sur Toulouse, on a fait ce qu'on appelle des box plots, c'est-à-dire une description de l'assortiment. C'est-à-dire, sur le petit carré que vous avez ici, vous avez 50% de l'offre qui est compris. Alors, pour les rouges, entre 7 et 15 euros, on a 50% des références qui sont comprises entre 7 et 15 euros. Que l'on soit sur Paris ou sur Toulouse, c'est un petit peu plus élevé. Pour les blancs, on va commencer 1 euro plus élevé. Pour, pareil, cette box pot qui fait 50% de l'assortiment. On est de 8 à 16 ou de 8 à 17 pour les blancs. Pour les rosés, on est un petit peu en dessous. On commence à aller à 6,50 €, 7 € pour la bouteille, pour finir à 11, 11,5 la bouteille. Alors, lors de ces relevés, on a fait sans relevé, donc un relevé intégral de linéaire, et on en a profité pour interroger tous les gérants des magasins pour avoir un petit peu leur opinion. Alors, ce qui était intéressant, c'est que certains gérants voulaient bien qu'on leur pose des questions, mais ne voulaient pas qu'on relève leur offre. Donc, on a 105 références, 105 interviews de gérants contre 100 relevés. Alors là, on a mis quelques diapositives sur leur opinion, ce qu'il en ressort. Donc aujourd'hui, sur les cavistes, qu'on soit sur Paris ou sur Toulouse, enfin, sur Paris, on a 33% des avis qui affichent, qui prétendent qu'en 2020, le marché aura progressé de au moins 5%. Sur Toulouse, c'est un petit peu plus. 57% ont un avis positif à plus de 5% de croissance. Alors là, je vous lis directement ce qu'on a écrit, c'est du verbatim, donc c'est vraiment de l'extrait de ce que les interviewés ont cité, ont dit. Forte progression de la demande sans soufre, toujours de la demande en bio. Le mot soufre revient souvent. La demande en vin bio progresse chaque année, la demande en vin sans soufre augmente. Donc, l'aspect sans soufre, c'est quelque chose qui est encore à la mode, donc c'est un élément de communication assez fort. Sans soufre ou soufre réduit. Ensuite, sur les magasins bio, là on venait de voir les cavistes, sur les magasins bio, on a aussi un avis positif sur la croissance. On a 35% des avis qui disent qu'on aura au moins 5% de croissance d'ici 2020. Donc en l'espace de 2 ans et demi.
Sur Toulouse, l'avis était unanime. On a aussi moins d'interviews de gérants sur une croissance à 5% du marché. Donc, progression de l'offre comme des ventes. Ce qui est assez intéressant, là, je le dis sans commentaire, la largeur de notre gamme augmente en réponse à l'attente du client. Ceci conforte la progression future des ventes d'au moins 5% par an. Le 5%, c'est bien la traduction d'une croissance sereine. On n'est pas sur de la croissance explosive à 50, 70, 80% qui ferait avoir quelques doutes. Et puis derrière, comment on pourrait alimenter ce marché. Afficher 5% par an, c'est une croissance relativement pas importante, mais sereine, forte, mais quantifiable, mesurable et finalement honorable aussi. Alors, on a ressorti à travers donc, tous les verbatims qu'on a eu des interviews, un schéma où c'est les mots essentiels cités qui ressortent. Donc on prend des extraits. Donc le mot qui revient tout le temps, c'est rouge. Donc bio, c'est associé à rouge. C'est aussi associé à qualité. C'est associé à sans sulfite. C'est associé aussi à santé personnelle. Alors c'est santé personnelle du consommateur, mais aussi du producteur. La santé du producteur, c'est aussi quelque chose qui revient, qui ressort. Donc aujourd'hui, ça c'est des éléments clés qui servent aussi bien pour le vendeur, pour convaincre son consommateur, mais c'est des arguments aussi qui peuvent servir au producteur pour convaincre son acheteur, pour le motiver, pour lui donner des arguments de vente. Alors, on a ressorti aussi quelques éléments, quelques caractéristiques, donc des dires, ce qui est le plus authentique, en fait, sans déformation possible. Pour les magasins bio à Toulouse, par exemple, les consommateurs recherchent avant toute chose le label. Ils recherchent les bienfaits du bio, les bénéfices santé. À Paris, alors on a été sur un petit peu plus d'orientation qualité du vin, goût et pas de sulfite. Alors le mot sulfite revient aussi parce que le consommateur veut savoir ce qu'il y a dans les bouteilles. Il réclame des vins sans sulfite. Le mot sulfite revenait souvent. C'était pas un effet de mode donc du mois de juin, mais c'est un élément de communication assez important. Chez les cavistes, la qualité revenait assez souvent. Donc, quand un consommateur, donc quand un gérant de magasin dit la qualité est ce qui est le plus recherché à travers les vins bio par le consommateur, c'est assez significatif d'entendre ça. Le consommateur veut quelque chose de bon pour sa santé et ça lui vigneron. Donc on a un petit côté bienfait de la filière en fait, qui bénéficie à l'ensemble des acteurs de la filière. Et on a aussi derrière l'authenticité qui ressort et qui stimule aussi la vente et les achats. Donc un label derrière pour certifier tout ça, ça aide aussi à la commercialisation, à la communication. Les aspects santé qui ressortent et un petit peu, mais ce n'était pas systématique, l'absence de pesticides. On était beaucoup plus sur les bienfaits du bio plutôt que l'absence de pesticides. Donc on était sur les valeurs positives qui émanent en fait du vin bio. Alors, quelques grands éléments pour conclure assez rapidement cette étude. Aujourd'hui, donc la consommation de vin bio est très centrée sur la production française de vin bio. Elle est assez peu ouverte sur les autres origines, ce qui peut aller avec l'aspect vin bio, l'aspect local, l'aspect social qu'il peut y avoir derrière. Mais ce qui n'empêche pas, on a quand même moitié de la production de vin bio française qui est exportée, plus que dans le système conventionnel. Donc on exporte plus de vin bio en proportion que de vin conventionnel. En vin bio, c'est 50%, en vin conventionnel, on a 36-37%. Donc c'est un élément assez important à avoir en tête.
Ce qui ressort aussi de cette certification française qui est finalement adulée ou dont veut le consommateur français, c'est l'apport derrière de la garantie de traçabilité, la qualité aussi qui est présente. Donc ce sont des éléments forts de communication et nécessaires à être présents. Aujourd'hui, donc les vins bio, on le vend en poupe. On a des conversions qui se produisent, qui se renforcent. Et la chose peut-être la plus importante, ça c'est ce qui ressort de l'interview des gérants, c'est que les jeunes, donc on entend par jeunes les 18, 27 ans, 28 ans, s'y intéressent. Donc l'intérêt est porté aussi par les jeunes, donc c'est pas une affaire de vieux comme moi ou encore des plus anciens. Ces jeunes de 18, 27 ans, quelque part, ils représentent un petit peu l'avenir et ils portent ces valeurs-là. Ils sont convaincus par le bio. Donc, ce sont des éléments favorables au développement de la filière. Aujourd'hui, on est sur une offre qui est ciblée cœur de gamme à 5-10 euros, donc il y a un peu de valeur. Mais ce qui n'empêche pas d'avoir des bouteilles à 50, 100 euros, on en a vu, mais aussi d'avoir aussi des offres premier prix entre guillemets à 4-5 euros. Mais on a un cœur de gamme qui est bien présent, assez bien détaillé. Aujourd'hui, les vins bio du Languedoc-Roussillon ont une image de bon rapport qualité-prix. Il y a des bonnes références présentes et ils se sont fait une place de choix sur le marché. Mais un petit bémol, mais on était à Paris et à Toulouse, c'est que si on compare la proportion de vins du Languedoc-Roussillon bio présents dans les assortiments et la proportion de vins bio dans les volumes produits en France, il y a un petit effort à faire. En fait, les vins du Languedoc-Roussillon pourraient être encore plus présents et sans souci dans les linéaires, même s'ils sont déjà leaders ou co-leaders, ils pourraient être encore plus hégémoniques dans les rayons. Et je pense que dans votre magasin, on est quasiment sur du 100% origine Languedoc-Roussillon. Complètement ce que je disais, donc Mas de Saporta, c'est la boutique des vignerons, donc des AOP du Languedoc au sens large. Et effectivement, donc pour revenir à notre assortiment bio, donc à peu près un tiers, ce qui représente environ 150 références. Je vous laisse faire le calcul sur la totalité de nos références. Et juste pour, voilà, un peu dans différentes annotations par rapport à la thématique. Donc, je pense, pour parler du consommateur, vous avez identifié bien le jeune qui est effectivement un relais de croissance et je pense qu'on compte tous dessus. Je crois qu'il a une certaine façon de voir les choses. En fait, pour lui, le bio, c'est un lifestyle, comme on dit, c'est vraiment quelque chose d'intégré dans sa façon d'être et de consommer. Et il va rentrer dans la boutique en disant « je veux du bio ». Donc, qu'est-ce que vous avez en bio? Donc, la question ne se pose pas. Est-ce qu'il ne va pas partir sur autre chose? Par contre, là, vous avez, en termes de budget, le budget peut être plus limité. Donc voilà, c'est peut-être quelque chose à intégrer dans la réflexion de la construction. Le consommateur, il arrive, il dit « moi, je voudrais une bouteille à 10 euros ou à 15 euros ». Voilà. Et donc, vous lui proposez... Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce qu'on peut voir? Donc ça, c'est cette première typo. Et la deuxième, je pense, si on peut rester vraiment très, très schématique, ça serait peut-être la personne un peu plus avertie qui va venir voilà, avec une certaine budget pour lequel le profil vin prime avant tout. Et le bio sera seulement un petit plus. Mais après, sulfite, pas sulfite, voilà, ça peut être paradoxal, mais parfois vous avez des personnes qui disent les sulfites, moi je m'en fiche. La santé du vigneron, enfin, c'est un peu cru de dire ça, mais c'est pas forcément dans la motivation première de la personne qui va forcément, voilà, c'est des gens très égocentriques parfois qui, par contre, ce qu'ils cherchent, c'est le profil, l'authenticité du vin, et s'il est bio, bah, tant mieux. Donc voilà, je pense que donc on part du constat de tous ces chiffres que vous avez présentés, mais il ne faut quand même pas, enfin c'est un constat, c'est un départ, et maintenant je pense qu'il y a aussi à
à investir dans toute la construction de réponses en fait à la demande. Et pas simplement dire je suis bio, je présente mon vin à tel prix, mais voilà, qu'est-ce que je raconte autour, quelle est mon histoire, quel est mon profil vin, etc. Donc, voilà. Et pour revenir sur cette première catégorie, premier typo de personnes, donc les jeunes, ce sont eux, je pense, qui sont plus à même à évoluer vers les vins nature, vers les vins sans sulfite. Et je pense que là, il y a quelque chose, une carte à jouer. Donc le jeune de 25 ans qui arrive dans votre magasin, il va plutôt demander, moi je veux un vin bio, mais avec peu de sulfite ou sans sulfite, parce que convaincu que le produit est bon pour lui, mais aussi bon pour celui qui l'a fabriqué. Oui, je pense que pour lui, ça va de soi que ce qui est bon pour lui, forcément, ça joue aussi la santé du vigneron. Le terme, je pense, c'est un peu l'éco-responsabilité qui est quelque chose d'intégré pour cette clientèle, ce qui n'est pas toujours la même chose pour tout le monde. Et dans votre magasin, donc c'est 15% de vin bio. Oui. Majorité de rouge. Et si on compare les 15% de vin bio, en moyenne, ils vont être à 9 euros. Cœur de gamme, je dirais entre 10 et 15 euros. 10 et 15 euros. Et sur le vin conventionnel, je dirais c'est à peu près pareil. Parce que voilà, on a une très très large offre. Et c'est difficile de comparer en fait. mais est-ce que le consommateur, quand il arrive, il se dit, est-ce qu'il a en tête, Le bio est plus cher. Est-ce que je peux mettre 1 euro de plus et j'ai du bio? Est-ce qu'il est prêt à payer plus pour du bio? Si c'est un grand domaine, sans doute. Si c'est juste pour un profil, peut-être moins. Je ne sais pas. Je ne saurais pas vous répondre. Donc le facteur prix n'est plus obligatoirement un frein à la vente du bio. Non, je dirais pas. Non, pas plus que pour un vin conventionnel. Pour moi, c'est les mêmes contraintes en fait. Et est-ce que vous avez vu une explosion des ventes sur les dernières années? Je ne sais pas depuis quand vous existez, mais sur... Bon. Alors le Mas de Saporta existe depuis pas mal de temps. Moi, dans ma fonction donc, de gérant de la boutique, je suis assez récente. Mais je sais qu'il y a, voilà, le bio est vraiment en marche. Et on le voit aussi également donc, à travers les certificats, à travers ce que vous avez évoqué également, à travers les conversions bio, les nouveaux domaines qui s'installent, qui se mettent tout de suite à travailler leur vigne en bio, enfin en conversion bio. Donc c'est notamment dans les terrasses du Larzac, c'est assez flagrant. Et est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui. Après, si l'Assemblée a des questions, il ne faut pas hésiter. Bonjour. Une petite question sur en fait, les enquêtes que vous avez faites, parce que vous dites que vous avez vu des cavistes et des magasins spécialisés, et j'aimerais avoir plus de détails sur les types de cavistes que vous avez vus et les catégories, parce qu'en vin bio, on a des cavistes qui font du 100% bio, on a des cavistes qui font même du vin nature, ou des cavistes qui vont dans des démarches... je ne vends que du vin sans label parce que je suis un alternatif. Je voulais savoir quel type d'opérateur vous avez vu, et après, dans tous les résultats que vous avez montrés, vous avez fait une moyenne, à part sur, je crois, les assortiments. Est-ce qu'il y a du coup des différences de prix? Est-ce que vous avez vu des différences intéressantes, ou finalement on est sur des comportements qui peuvent être les mêmes au niveau de l'achat, au niveau du consommateur? On se rejoint. Alors, on a fait tout type de magasins, des chaînés, des non-chaînés, cavistes, magasins bio. En fait, on a toutes les sortes. Là, on vous a mis tout le détail des relevés. Donc, 2 tiers de cavistes, 1 tiers de magasins bio. Chez les cavistes, on avait donc on a fait la moitié en caviste indépendant et un quart en caviste chaîné. Pareil pour les magasins bio. Ce qu'on s'est aperçu, je vous ai décrit l'assortiment tout à l'heure. L'assortiment est dans les magasins bio indépendants un peu plus élevé que dans les magasins bio chaînés, et inversement chez les cavistes. C'est-à-dire chez les cavistes indépendants, on a plus de bio, chez les cavistes chaînés, on a assez peu finalement.
Après, en termes de prix, on va dire, tout se situe dans une fourchette de 1 euro la bouteille. d'1 euro d'écart, en fait. Oui. Je reprends, c'est sur les. Après, il y a la partie sur les ressentis des consommateurs, parce que vous avez indiqué qu'il y a des consommateurs qui recherchent certaines choses spécifiques, notamment le soufre, etc. Est-ce que c'est des choses qu'on voit plus dans certains réseaux, dans certains cavistes, au-delà de chaînes ou indépendants, parce qu'il y a aussi des cavistes qui sont plus spécialisés, du coup ils ont des consommateurs. Est-ce que vous avez vu une hétérogénéité, ou finalement les consommateurs vont un peu partout en fonction de où est le caviste le plus proche, etc. Non, il y a une certaine hétérogénéité entre Paris et Toulouse. Déjà, entre Paris, on va dire, Paris a peut-être 5-6 ans d'avance sur Toulouse. On a une plus forte maturité comment dire, des consommateurs bio. On n'est plus sur entre guillemets, le consommateur authentique convaincu des années 70. Ça s'est vraiment ouvert, ça s'universalise. Tout le monde va au bio sans trop de complexe, alors qu'il y a 15-20 ans, on va dire, c'était réservé à une certaine catégorie sociale. Donc, vraiment, Paris, là, c'est ouvert, et c'est ouvert encore plus sur les chaînes que sur les indépendants. Toulouse, on va dire, est un petit peu derrière. On va dire, dans 3 ans, ça sera comme à Paris. Mais il y a un petit effet retard. On va dire qui est classique à quasiment tous les produits. J'en profite, j'avais une petite question. Est-ce que donc les clients qui viennent soit détaillants cavistes ou même chez vous, est-ce qu'ils identifient réellement ce que c'est que le bio? Ils savent le reconnaître sur la bouteille, ils connaissent le label, ou est-ce que, voilà, parce qu'on en parle, le bio c'est bien, donc je veux du bio, mais derrière il y a aussi beaucoup de questions qui se posent. De toute manière, je pense que c'est les produits qu'il faut expliquer. D'autant plus qu'il peut y avoir une petite confusion entre la biodynamie, entre les vins nature, les dosages des sulfites, etc. Donc, tout ce que vous pouvez apporter en expliquant, c'est toujours bienvenu. Après, vous avez forcément les gens qui sont déjà par une recherche intellectuelle propre à eux-mêmes, ils savent presque plus que vous, donc c'est pas la peine d'expliquer. Mais c'est quand même, ça reste à la marge. Mais bon, je dirais 90% de nos produits sont identifiés par les labels. Après, vous avez les grands qui eux-mêmes, ils sont parfois au-delà donc des certifications, donc ils n'ont pas besoin d'identifier la bouteille. Nous, ce que nous faisons dans notre magasin, parce que bon, comme je disais, on a une vocation syndicale, donc on peut pas non plus, on n'a pas vraiment d'offre transverse. On identifie les bouteilles, nous, avec un petit sticker qui dit, parce qu'on est classé par appellation en fait. Donc le consommateur, il sait où trouver ou quelle bouteille sera bio. Ça, on l'a vu aussi à Paris. Hein. Il y a quelques boutiques des cavistes qui n'ont pas un assortiment 100% bio. Mais ce qui est bio, ils mettent un petit sticker vert dessus. Un petit point vert. Oui. En plus du logo, oui, parce que le logo, vous savez, vous l'avez sous la contre. Donc là, l'idéal, c'est de l'avoir sur le facing. Donc on met Puis que ce soit visuel, en fait, c'est une collerette en général. Oui. Dessus. Pour nous, c'est un point au feutre. Non, au-dessus, parce qu'on met, ça c'est notre propre, on écrit le prix de la bouteille sur la bouteille et on met un point vert à côté. Bon, idéalement, on devrait dessiner une feuille, mais bon, c'est un peu plus compliqué. Et ce qu'on s'est aperçu, nous, chez certains gérants, donc ils décrivaient leur processus de vente. Alors, ils décrivaient le vin, c'est un vin de telle région, il est charnu, corsé, il a du corps. Et en plus, il est bio. Mais en fait, il ne disait pas il est bio au départ, non, parce que il le dit après. Ouais. Effectivement, c'est ça. En plus, il est bio, c'est ça. Donc on est un peu sur de la normalité en fait. Oui, oui, il est bio, mais c'est quasiment normal en fait. Comme il est bon, il est bio. C'est un peu ce qui ressort des gens. Exactement, oui. Vous êtes
pas plus tard que hier ou avant-hier, j'avais une personne. Moi, le bio, je m'en fous. Donc, bon, d'accord, c'est pas trop la peine d'argumenter. Là, vous êtes face à quelqu'un qui a peut-être, voilà, il n'a pas envie de discuter. Oui, mais entre le bio, je m'en fous, et surtout pas, parce que on l'entend chez certains cavistes. Non, dans le ce bio, sens, surtout non, pas. c'est surtout pas. C'est Non, de ça moins en n'existe- moins, Ça existe de moins en moins quand même, ouais. Non, je pense que c'est comme intégré aujourd'hui d'une manière générale. Bon, en restant schématique, le bio, voilà, d'énormes progrès ont été faits en termes de qualité. Donc, sans plus les images stéréotypées du vin, voilà, qui n'a pas une très très bonne réputation. Aujourd'hui, c'est quand même acquis que la qualité, elle est là. De toute façon, si vous n'avez pas la qualité, j'allais dire, vous présentez pas, enfin, vous n'êtes pas sur le marché. Je pense que c'est presque ça aujourd'hui. Moi j'avais une première question mais qui a été répondue. Je voudrais revenir sur les vins sans sulfite. Qu'est-ce que vous avez recueilli comme... quel était le client, qu'est-ce qu'il recherche? C'est vraiment les sulfites qui leur dérangent, ou est-ce que ça a été plus... Qu'est-ce qu'il peut rechercher? Peut-être les vins nature, ou... Parce qu'il existe des vins conventionnels sans sulfite. Donc est-ce que c'est vraiment les sulfites en eux-mêmes qui dérangent? Je pense qu'on est sur un gros effet de mode. On a un consommateur qui arrive qui dit je veux un vin sans sulfite. Oui, il a entendu ça à la télé, il a entendu ça chez un voisin. C'est bien ce que je pensais. Ouais. Je pense pas que le bio se vend grâce au sans sulfite. Oui, effectivement, il y a moins de sulfite. Mais c'est pas l'argument de vente essentiel. Ça corrobore, voilà. En plus, on a ça, on a moins de sulfite. Et est-ce que les cavistes ont prononcé le mot nature? Et oui. À 70%. C'est ce que je voulais entendre, merci. Bonjour, moi j'ai une petite question. Est-ce que selon vous, les gérants de magasins et les cavistes sont suffisamment formés au fait que des différences entre bio, biodynamie, etc. Parce que vous disiez notamment que certains clients préféraient le bio parce que absence de pesticides, ce qui n'est pas tout à fait le cas dans le bio quand même. Alors, la formation, on a de tout, comme dans tout commerce. En fait, n'importe qui peut s'installer caviste. Si il veut surfer sur une tendance, bon, bah voilà, il se met bio. Puis dans 2 ans, il veut se mettre sur autre chose, sur nature ou sur biodynamie. Enfin, biodynamie, ça va avec. Mais, ou sur vin chimique, si le vin chimique devient la mode. Il n'y a pas de. Je pense pas qu'il y ait des formations spécifiques de caviste. Au métier de caviste. Après, on a quand même des amateurs. Si on faut faire un chiffre, on est sur 80-90% de personnes qui sont amateurs, qui ont de la connaissance, qui connaissent bien le produit. On est quand même sur le domaine du vin où il y a quand même de la connaissance. C'est pas une fois on vend des chewing-gums, le lendemain des voitures et le surlendemain des machines à laver. En général, quand ils sont dans le vin, ils restent dans le vin, donc ils commencent à bien connaître la filière. Pas d'autres questions? Oui. Excusez-moi, j'avais une question par rapport à la distribution. Vous avez parlé qu'il y avait seulement 15% en grande distribution. Est-ce que, bon, je sais que c'est un long sujet, mais est-ce que vous l'expliquez plutôt par des critères éthiques, entre guillemets une certaine philosophie, ou des critères pratiques de volume, peut-être un manque de volume et donc des prix qui sont trop élevés pour la grande distribution? Alors là, il y a plein de questions dans ce que vous venez de dire. Aujourd'hui, il y a une forte croissance de la grande distribution sur le bio, on va dire tout secteur confondu, y compris le vin. Si on regarde les foires au vin d'automne,
la communication était assez axée sur le bio. Et ce n'était pas le cas il y a un an. Rien qu'en regardant les prospectus d'octobre de cette année, par rapport à octobre 2016, c'est flagrant en fait. Je pense pas qu'il soit sur un manque de ressources. Au début, il y avait peut-être un manque, une absence de volonté d'aller sur ce segment-là, parce que la marge n'était pas évidente. Ça a tendance à changer, parce qu'on a une demande consommateur qui les a un peu amenés finalement à réviser leur assortiment. C'est avant toute chose, il faut quand même qu'ils répondent à la demande du consommateur s'ils veulent réussir à faire du volume. Je pense pas que ce soit un problème de volume disponible. C'est plus je dirais un retard à l'allumage. Oui, Frédéric Hermine du magazine Terre de Vin. Pour avoir suivi depuis pas mal d'années les foires au vin, depuis une quinzaine d'années, les enseignes qui, il y a 10 ans, se sont positionnées. Effectivement, cette année, c'est flagrant le positionnement des foires au vin sur le bio, elles y sont toutes allées. Mais soit en le mettant en avant prospectus, ou par des collerettes, des prospects, enfin des petits stickers ou autres, mais d'une façon ou d'une autre. Mais il y a 10 ans, les premiers qui s'y sont collés ou qui ont osé faire ça, notamment Franprix, je pense, qui était l'un des premiers, ils se sont retrouvés avec leur bouteille sur les bras et ça marche pas, quoi. Donc ça s'est fait très doucement et surtout depuis 3-4 ans. Mais avant, c'était un peu plus compliqué de proposer une offre importante. Et je pense quand même qu'en termes de volume, pour diversifier le nombre de références, c'est un peu plus compliqué quand même. Parce que d'abord, certains opérateurs ont mis la clé sous la porte, des gros volumes. Et quand il y a besoin, en foire au vin, c'est un peu plus facile, parce qu'on arrive à avoir des éditions limitées un peu plus restreintes. Mais sur des volumes et des référencements à l'année, c'est pas toujours évident. Hors Languedoc, peut-être. Non, d'autant plus que en bio, le facteur origine est sans doute plus important qu'en vin conventionnel. Le cavor oblige. Donc, aller s'alimenter en vin bio espagnol, c'était moins facile que s'alimenter en vin conventionnel en Espagne. Mais aujourd'hui, depuis 2 ans, 3 ans, on a des magasins à Carrefour 100% bio, en plein Paris, on en a vu, et des assortiments à 500, 600 références de vin bio. Donc ils sont maintenant sur le segment. Juste puis- si je peux me permettre. Et les magazines spécialisés qui, pareil, depuis 4 ou 5 ans, ont augmenté leur référencement, alors qu'avant, pour être honnête, dans les magasins spécialisés bio, j'entends, l'offre vin était quand même bien pauvre et pas très qualitative. Je pensais juste à une petite parenthèse. L'appel de la grande distribution est parfois très très fort. C'est juste, il faut quand même faire attention à la création de valeur qui, je pense, se fait quand même ailleurs. Donc, c'est notamment des marchés matures que vous évoquiez tout à l'heure. Je pense qu'il y a des contre-exemples qui démontrent que voilà, les marchés peuvent aussi vite partir dans une dévalorisation. Donc il faut bien savoir où on veut se positionner. Et à long terme, et pas juste voir le gain rapide peut-être. Mais voilà, ça c'est je pense que c'est un autre débat. Non mais exactement. Quand le hard discount allemand se met sur une référence bio, il fait sa marge, il fait ses 33%. Mais Sinon vous ne rentrez pas. Mais le producteur, il fait quoi? Il a quelle marge? Alors, si le producteur a le choix... Le problème est même pour les vins conventionnels. Ah oui. Alors, est-ce qu'il faut aller dans ce schéma-là? Si on a la chance de ne pouvoir ne pas le faire, c'est une opportunité à saisir. Alors, j'ai loupé le début, donc peut-être ma question ne servira à rien. Vous parlez du bio avec une notion de concept, c'est-à-dire que l'acheteur, qui soit caviste ou acheteur final, achète du bio parce que ça respecte un certain nombre de valeurs.
Mais est-ce qu'il y a des acheteurs qui achètent du bio parce que ça a un impact sur le goût? C'est-à-dire, je pense plutôt au vin, par exemple en biodynamie, comme sous le label Déméter, où certaines personnes vont être carrément allergiques au goût des levures de laboratoire, au goût, enfin, à l'impact du soufre sur la structure du vin. Donc ce que je voulais savoir, c'est que moi j'ai quand même l'impression que les gens achètent le bio parce que c'est un concept, peu importe le concept, hein, que ce soit pour respecter le vigneron, la nature ou concept de mode. Mais est-ce qu'il y a des consommateurs de plus en plus nombreux qui vont apparaître en disant moi j'achète du bio parce qu'il y a un marqueur de goût qui me plaît? Je pense que ça va un peu dans le même sens, ou alors le côté sensoriel sera recherché par une certaine catégorie aussi, et justement dans le réseau caviste en tout cas, dans la mesure où vous pouvez, voilà, vous avez les possibilités de faire déguster. Voilà, ça peut être un argument de vente, et ça peut correspondre effectivement à une recherche, donc de la part de votre consommateur, de votre client. Et oui, je pense qu'il y a un peu de ça. En tout cas, bon, j'ai pas assez de recul peut-être, mais je pense que c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important, ce que vous évoquez effectivement par rapport à l'éclat du fruit, par rapport aux levures. Voilà. C'est bon, peut-être plus encore dans la démarche de vin nature ou carrément sans sulfite. Mais voilà, il y a aussi, mais ça, ce sont déjà vraiment des consommateurs avertis. Si je peux me permettre, à Paris, le problème, c'est un double tranchant. À Paris, il y a beaucoup de cavistes qui se positionnent plutôt par mode sur ce côté goût, mais on en vient à des déviances qui font qu'on vous explique que le goût de la chaussette de rugbyman pourrie ou d'écurie, c'est ça le vrai goût du vin. Oui, voilà, donc c'est aussi comme monsieur ce que je voulais entendre, parce que j'ai l'impression qu'il y a en fait le goût du bio est réservé à vraiment à l'amateur un peu élitiste, mais est-ce qu'il commence à exister une tendance lourde de goût du bio, voilà, et pas de concept du bio? Enfin, c'est ça auprès du grand public, j'entends. Nous, ce qu'on a ressenti, on était plus sur concept que sur le goût. Mais qui dit concept, une fois qu'il est bien installé, bien ancré, le goût se développe. Oui. Oui. Alors, je vais vous proposer de continuer peut-être ces débats. Nous allons clôturer cette conférence. Ça ne nous empêche pas de continuer à discuter après. Donc, je vous remercie de cette présentation qui a suscité pas mal de questions. Merci Monsieur Bécher et Madame Doucet pour nous avoir fait partager ces informations et ces sentiments, enfin cette expérience sur cette vente des vins en circuit caviste et détaillant.